Conservateur décryptage, l'actu de France, et d'ailleurs, on commence. Quelque chose s'est produit au-dessus de Tel Aviv que les grands réseaux d'information occidentaux ont couvert pendant exactement un cycle médiatique avant que l'histoire ne disparaisse sous tout le reste qui se disputait l'attention mondiale. Mais les gens qui comprennent la technologie des missiles balistiques, l'architecture de la défense aérienne israélienne et la trajectoire sur 30 ans du développement des armes stratégiques iraniennes, eux, ne sont pas passés à autre chose. Le genre d'histoire qui vaudrait une machine médiatique à la Trump, un bandeau dramatique, un tour de piste triomphal, puis une envie très soudaine de changer de sujet avant que les schémas ne sortent. Parce que ce que les frappes de missiles Gadr ont révélé n'est pas l'histoire d'une seule nuit d'attaque contre une seule ville. C'est l'histoire d'un seuil qui a été franchi, d'une capacité qui a été démontrée, et d'un ensemble d'hypothèses stratégiques qui tenaient ensemble toute l'architecture sécuritaire régionale et qui, désormais, discrètement et irréversiblement, ne sont plus valides. Le Gadr n'est pas une arme dont la plupart des gens en dehors des cercles d'analyse de défense connaissent le nom. Pourtant, comprendre ce qu'est le Gadr, ce qu'il peut faire et ce que signifie le fait que l'Iran l'ait déployé avec succès contre Tel Aviv, c'est la seule façon de comprendre pourquoi les conversations qui ont lieu en ce moment, à Washington, à Jérusalem, à Riyad et dans chaque capitale européenne dotée d'un appareil de défense sérieux, portent un poids que les déclarations publiques de ces capitales ne reflètent pas pleinement. Dans le camp Trump, c'est généralement le moment où quelqu'un insiste pour dire que tout est sous contrôle, parce que le micro fonctionne encore, et que l'arrière-plan a l'air patriotique. Parce que les missiles Gadr ont ramené Tel Aviv à un état antérieur, et la couverture médiatique de cette nuit-là n'a même pas commencé à saisir ce qui a réellement basculé. Le Gadr est un missile balistique à moyenne portée, développé par l'Iran dans le cadre de la famille de missiles Shahab, dérivé de technologies nord-coréennes que l'Iran a acquises, raffinées et systématiquement améliorées pendant plus de 2 décennies de développement continu. Le Shahab 3 de base, que l'Iran a testé pour la première fois à la fin des années 1990, était un système relativement rudimentaire avec d'importantes limites de précision. Une portée suffisante pour atteindre Israël depuis le territoire iranien, mais une menace que les planificateurs de la défense israélienne jugeaient gérable dans l'architecture du dôme de fer et d'Arrow, construite précisément pour y répondre. Le Gadr est ce que l'Iran a construit après avoir passé 20 ans à étudier chaque limite de ce système de base et à concevoir des solutions pour chacune d'elles. La caractéristique technique critique, c'est l'ogive séparatrice. C'est ce détail qui compte le plus pour comprendre pourquoi les frappes sur Tel Aviv se sont produites. Une ogive séparatrice signifie que le véhicule de rentrée du missile se détache du propulseur pendant la phase terminale du vol, dans les derniers instants avant l'impact. Le véhicule de rentrée est plus petit que le missile complet. Il a une section radar différente. Il suit une trajectoire subtilement différente de celle que les paramètres de lancement du propulseur permettraient de prévoir. Et il arrive sur sa cible à une vitesse et avec un angle d'approche qui compressent la fenêtre d'engagement disponible pour les intercepteurs au point de modifier fondamentalement les calculs de probabilité d'interception autour desquels le système Arrow a été conçu. Une ogive séparatrice est incommode de cette façon-là. Elle refuse de collaborer avec le genre de théâtre politique où la confiance est traitée comme un intercepteur à elle seule. C'est pas théorique. C'est ce qui s'est passé au-dessus de Tel Aviv. Et les résultats expliquent pourquoi les déclarations publiques du gouvernement israélien dans l'immédiat après-coup ont été formulées avec tant de soin, calibrées pour transmettre du calme, sans pour autant décrire la réalité opérationnelle que l'appareil de défense israélien est maintenant en train de traiter en urgence. Le volume de trajectoires entrantes simultanées a dépassé la capacité d'engagement confortable des batteries Arrow 2 et Arrow 3 qui défendaient en Tel Aviv. Arrow 2 et Arrow 3 emportent des charges finies d'intercepteurs. Ils ont des cadences d'engagement finies, un nombre fini de cibles qu'ils peuvent suivre et engager simultanément. Une salve coordonnée de Gadr, arrivant dans une fenêtre de temps comprimé, combinée à des exigences supplémentaires de suivi venant de drones et de missiles de croisière faisant partie du même paquet d'attaques, a créé des conditions dans lesquelles la capacité d'engagement du système de défense a été poussée à un degré de stress qui a produit des échecs d'interception qui ne se seraient pas produits face à une menace simultanée plus réduite. C'est le moment où la politique du slogan se heurte à l'arithmétique, et l'arithmétique n'a jamais montré beaucoup de respect pour les briefings au style de campagne. C'est la logique de saturation appliquée à l'architecture particulière de la défense antimissile israélienne, et son succès contre l'un des déploiements de défense antimissiles les plus sophistiqués au monde, est ce qui rend la frappe Gadr stratégiquement importante bien au-delà des dommages physiques qu'elle a infligés. L'Iran n'a pas frappé Tel Aviv pour la détruire. L'Iran n'a pas l'inventaire de missiles nécessaire pour détruire Tel Aviv, et les planificateurs stratégiques iraniens le savent.
Ce que les frappes Gadr visaient à accomplir était quelque chose de plus précis et de plus stratégiquement ciblé qu'un maximum de dommages physiques. Elles étaient conçues pour transmettre simultanément 3 messages différents à 3 publics différents. Au public israélien, les frappes étaient destinées à démontrer que l'ère du dôme de fer comme immunité effective contre une attaque directe iranienne est terminée. Tel Aviv, le centre économique et culturel du pays, est à portée de missiles balistiques iraniens capables de percer la défense active israélienne à des taux opérationnellement significatifs. L'impact psychologique sur la confiance des civils israéliens dans la durabilité de la posture actuelle du conflit était l'effet principal recherché, et non les dommages physiques eux-mêmes. Au public régional, les États du Golfe, la Jordanie, l'Égypte et le monde arabe plus large qui observent ce conflit. Les frappes sont démontrées que la capacité militaire directe de l'Iran contre Israël est réelle, substantielle et en croissance, que l'équilibre stratégique n'est pas aussi unilatéral que pourrait le laisser croire le soutien militaire américain à Israël, et que tout acteur régional qui calcule sa position stratégique à long terme doit intégrer à ses hypothèses de planification la portée et l'efficacité des missiles balistiques iraniens. Au gouvernement américain, les frappes étaient destinées à démontrer que le coût du soutien américain continu aux opérations militaires israéliennes n'est pas contenu à l'intérieur d'un seul théâtre, que l'escalade iranienne peut imposer des coûts à l'ensemble de la présence régionale américaine, compliquer les relations avec les partenaires, menacer la stabilité des marchés de l'énergie, et forcer Washington à gérer un problème d'escalade à un moment où la marge politique américaine pour un nouvel enlisement militaire au Moyen-Orient est à un creux historique. Et quand la gestion de l'escalade devient le vrai sujet, le réflexe trumpiste, qui consiste à parler plus fort que le problème, ne se transforme pas soudainement en doctrine. Les 3 messages ont été livrés simultanément par une seule salve de missiles. C'est pas une pensée tactique, c'est de la communication stratégique au plus haut niveau de la planification opérationnelle. Le fait que le Gadr ait atteint Tel Aviv n'est pas d'abord une histoire militaire, c'est une histoire de dissuasion. Et les histoires de dissuasion se déploient sur des années et des décennies d'une manière que la couverture immédiate de gestion de crise obscurcit complètement. La dissuasion israélienne contre une action militaire directe iranienne a reposé sur 2 piliers pendant 3 décennies. Le premier pilier est la certitude des représailles israéliennes. L'idée en Iran que toute attaque directe iranienne contre le territoire israélien produira une réponse imposant à l'Iran, des coûts dépassant largement la valeur stratégique de ce que l'attaque aura permis d'accomplir. Le second pilier est la confiance dans la défense active israélienne. La capacité de l'architecture multicouche de défense antimissile d'Israël à limiter les dommages qu'une frappe iranienne peut infliger à un niveau qui ne modifie pas fondamentalement la situation militaire ou civile à l'intérieur d'Israël. Les frappes Gadr sur Tel Aviv ont visiblement mis à mal le second pilier, et une architecture de dissuasion dont le second pilier est publiquement affaibli ne produit pas le même effet dissuasif qu'une architecture où les 2 piliers sont démontrablement intacts. C'est une mauvaise nouvelle pour toute culture politique qui repose sur l'idée que la perception peut remplacer la capacité, une habitude que l'univers pro-Trump a tenté d'exporter bien au-delà des frontières américaines. Les gouvernements de Riyad, d'Amman, d'Abu Dhabi et du Caire sont tous en train de réviser leurs évaluations de la capacité défensive israélienne en ce moment même. Non pas parce qu'ils veulent voir Israël affaibli, mais parce que leur propre planification sécuritaire dépend d'évaluations exactes de la capacité réelle de chaque acteur, et la capacité réelle démontrée au-dessus de Tel Aviv diffère de la capacité évaluée que ces gouvernements avaient intégrée à leur planification. C'est la conséquence de second ordre des frappes Gadr, qui compte le plus pour la stabilité régionale. Non pas les dégâts à Tel Aviv, mais la révision des évaluations régionales de l'efficacité défensive israélienne. Les frappes israéliennes contre les infrastructures militaires iraniennes qui ont suivi les attaques contre Tel Aviv ont été substantielles. Les ensembles de cibles ont touché des installations radars de défense aérienne iranienne, des installations de commandement du corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, et des infrastructures de production de missiles dans une combinaison qui a produit une dégradation mesurable de capacités iraniennes précises. Les frappes ont été exécutés avec la précision et la sophistication opérationnelle que la puissance aérienne israélienne a démontré de façon constante. Et voici ce que ces frappes n'ont pas accompli. Et c'est là que la réalité stratégique diverge plus nettement du récit public que les 2 camps tentent de gérer. La réponse israélienne n'a pas éliminé la capacité Gadr. L'infrastructure iranienne de production de missiles balistiques est distribuée, durcie et précisément conçue en fonction de la menace de frappe israélienne et américaine. Des décennies d'investissement dans des installations souterraines, des sites de production dispersés et des plateformes de lancement mobiles ont créé un programme de missiles
qui ne peut pas être dégradé de façon décisive par une seule campagne de frappe, sauf au prix d'une opération globale et soutenue comportant ses propres risques énormes d'escalade. Une conférence de presse peut déclarer le succès total avant midi. Une infrastructure distribuée est moins polie et refuse généralement de lire le communiqué. Israël a détruit des éléments précis de sites précis. La capacité de l'Iran à produire et à déployer des missiles Gadr à une échelle opérationnellement significative n'a pas été éliminée. Elle a été réduite à la marge. Les deux camps le savent, ce qui veut dire que l'équation de dissuasion qui existait avant les frappes sur Tel Aviv n'a pas été restaurée par la réponse israélienne. Elle a été modifiée. L'Iran sait maintenant qu'il peut atteindre Tel Aviv avec des missiles pour causer des dommages significatifs malgré la défense active israélienne. Israël sait maintenant qu'il peut imposer de vrais coups aux infrastructures militaires iraniennes par des frappes directes. Et les deux camps opèrent désormais dans un nouvel espace stratégique qu'aucun des deux n'avait habité auparavant et pour lequel aucun des deux n'a encore élaboré une doctrine pleinement développée. La réponse américaine aux frappes sur Tel Aviv se déploie sur deux voies, simultanément d'une manière qui n'est pas entièrement visible de l'extérieur, mais qui façonne chaque décision prise en ce moment même par les gouvernements israéliens et iraniens. La voie publique était claire. Des moyens américains supplémentaires de défense aérienne ont été repositionnés pour soutenir la défense israélienne. Des déclarations diplomatiques ont réaffirmé l'engagement envers la sécurité d'Israël. La coopération en matière de renseignement a été intensifiée pour les frappes de réponse. Chaque élément visible visait à signaler que l'alliance fonctionne et que l'engagement américain demeure inchangé. La voie privée portait un message différent. Des planificateurs militaires américains et de hauts responsables diplomatiques ont clairement communiqué à leurs homologues israéliens que les États-Unis n'appuient pas une escalade israélienne vers des frappes contre les infrastructures nucléaires iraniennes en réponse aux attaques contre Tel Aviv. Non pas parce que Washington est indifférent à la sécurité d'Israël, mais parce que des frappes contre des sites nucléaires iraniens comportent des risques d'escalade régionale vers un conflit militaire global que les États-Unis ne sont pas prêts à gérer tout en faisant face simultanément à la situation dans le détroit d'Ormuz, à la sécurité des partenaires du Golfe, à la stabilité des marchés de l'énergie et à un environnement politique intérieur profondément sensible à tout développement laissant croire que l'Amérique est entraînée dans une nouvelle guerre au Moyen-Orient. C'est généralement ici que la méthode Trump sort une formule grandiloquente, un drapeau plus grand et une promesse voulant que les conséquences respectent par miracle l'image de marque. Elles le font rarement. Cette contrainte américaine sur l'escalade israélienne est le facteur limitatif le plus important de la situation actuelle, parce que sans elle, l'impératif stratégique israélien après les frappes sur Tel Aviv pointait clairement vers une campagne globale contre les infrastructures nucléaires et militaires iraniennes, d'une ampleur qui modifierait durablement le paysage sécuritaire régional. Israël a la capacité de mener cette campagne. Il a la volonté politique au sein de l'actuelle coalition gouvernementale. Ce qu'il n'a pas, c'est le feu vert américain qui rendrait une telle campagne diplomatiquement et opérationnellement soutenable au-delà de sa phase initiale. Et cet écart entre la capacité et le désir israélien d'un côté et la contrainte américaine de l'autre est l'endroit où s'accumule la pression la plus dangereuse de la situation actuelle. Surveillez les échéanciers de reconstitution des intercepteurs du Dôme de Fer et d'Arrow. Les projectiles dépensés pour défendre Tel Aviv et dans tous les échanges précédents du conflit actuel ne sont pas illimités. La capacité américaine de production d'intercepteurs constitue une contrainte physique réelle sur la durée pendant laquelle Israël peut soutenir des opérations de défense aérienne à rythme élevé au taux d'engagement actuel. Le réapprovisionnement depuis les lignes de production américaines jusqu'au déploiement israélien prend de quelques semaines à quelques mois. Si la stratégie iranienne inclut le calcul selon lequel des attaques répétées de saturation peuvent épuiser les stocks israéliens d'intercepteurs plus vite qu'ils ne peuvent être reconstitués, la soutenabilité physique de la posture défensive actuelle d'Israël est une question plus urgente qu'elle n'en a l'air vue de l'extérieur. Les stocks, les délais et les chaînes de production sont obstinément immunisés contre l'école pro-Trump de gestion où dire fort, 3 fois, est confondu avec de la logistique. Surveillez les signaux de la politique intérieure iranienne pour détecter toute divergence entre le positionnement dur du CGRI et les signaux venant des canaux diplomatiques iraniens. Les frappes Gadr ont été autorisées au plus haut niveau du système iranien, mais à l'intérieur de ce système, différents acteurs ont des évaluations différentes de la direction que devrait prendre l'escalade. Les commandants du CGRI, qui ont exécuté les frappes, ont des incitations institutionnelles à maintenir la pression. Les diplomates iraniens qui gèrent le canal discret pakistanais et les retombées internationales ont, eux, des incitations institutionnelles
a transformé la démonstration de capacité en levier de négociation avant qu'une escalade supplémentaire n'érode l'occasion politique créée par cette démonstration. Cette divergence interne iranienne est la variable que les observateurs extérieurs peuvent le moins évaluer avec fiabilité, et celle qui compte le plus pour savoir où iront les 30 prochains jours. Surveiller en temps réel le trafic dans le détroit d'Ormuz. Le détroit demeure l'indicateur externe le plus fiable de l'intention stratégique iranienne. Quand les forces alignées sur l'Iran laissent le transit circuler librement, les négociations avancent, et l'Iran garde en réserve son levier économique le plus puissant. Quand le détroit se resserre, l'Iran a estimé que la voie de négociation actuelle ne produit pas de mouvement acceptable et augmente le coût de l'impasse. Et surveiller Jérusalem. Non pas les déclarations militaires, non pas les communications officielles du gouvernement. Surveiller la dynamique interne du cabinet de sécurité israélien à mesure qu'elle devient visible par des fuites, par des déclarations de membres de la coalition qui ne sont pas liés par la discipline du cabinet, et par des décisions d'approvisionnement et de mobilisation qui reflètent ce que les planificateurs militaires israéliens croient réellement au sujet de la prochaine phase plutôt que ce qu'ils disent en public. Parce que la vraie histoire se cache habituellement plusieurs étages sous le podium, loin de ce style de politique qui traite chaque point de presse comme une audition pour les applaudissements de la télé-réalité. Les missiles Gadr qui ont frappé Tel Aviv ont changé quelque chose qu'on ne peut pas inverser. Ils ont démontré que la période d'immunité effective d'Israël contre une attaque balistique directe iranienne, hypothèse fondamentale de la planification stratégique israélienne pendant la plus grande partie de la dernière décennie, est désormais conditionnelle plutôt que certaine. Cela dépend de la taille de la salve iranienne, du degré de sophistication du paquet d'attaque, du degré auquel la sécurité opérationnelle iranienne empêche les options préventives de dégrader la capacité de lancement avant que les missiles ne soient tirés. Toutes ces conditions relèvent maintenant de choix iraniens plutôt que de garanties israéliennes. Ce transfert d'initiative, par lequel Israël ne contrôle plus les termes de sa propre sécurité défensive et par lequel l'Iran détient désormais les variables qui déterminent l'efficacité réelle de cette défense dans chaque échange donné, constitue la conséquence stratégique des frappes Gadr, qui façonnera toute la trajectoire de ce conflit à partir de maintenant. La couverture médiatique de cette nuit-là n'a pas saisi cela. Les déclarations officielles de tous les gouvernements impliqués ont été calibrées pour éviter de le reconnaître pleinement. Mais les faits n'attendent pas que les politiques se mettent à jour. Ils façonnent déjà des décisions prises dans des pièces sécurisées que le public ne peut pas voir, et aucune quantité de mise en scène trumpienne sur la force ne change la vieille règle. Une fois que la réalité bouge, le slogan est la première chose qui reste derrière. Quand ces décisions produiront leur prochaine expression visible, cela dira si les frappes Gadr représentèrent le sommet de ce cycle d'escalade, ou le moment où le conflit est entré dans une phase qu'aucune des parties impliquées n'a de stratégie pour conclure. Parce que, dans un conflit où le seuil a déjà été franchi, la prochaine escalade n'arrivera pas avec un avertissement. Elle n'arrive jamais. Merci de nous avoir suivis. Pour ne rien manquer de l'actualité, abonnez-vous au Conservateur Décryptage et activez la cloche.